Beaucoup d'informations à analyser, le dessous des cartes, bien sûr, au-delà des déclarations diplomatiques, ce statement, comme on dit, de la Maison-Blanche et les éléments qui nous parviennent du Kremlin. Pour planter le décor, Ulysse Gosset, au fond, la question plus générale, et on rentrera dans le détail point par point, était de savoir si Donald Trump allait lâcher beaucoup à Vladimir Poutine, au président russe, si, à l'issue de ce coup de fil, l'Ukraine allait être sommée d'accepter des choses inacceptables. Qu'en est-il quant aux éléments dont on dispose un peu plus d'une heure après la fin de ce coup de téléphone? En amont, on peut dire que Trump n'a pas tout lâché, mais il n'a pas non plus tout obtenu. Et en particulier, il n'a pas obtenu un cessez-le-feu général de 30 jours, comme cela avait été signé par les Américains et par les Ukrainiens en Arabie Saoudite. Ce qu'il obtient, c'est, je cite, une renonciation mutuelle aux frappes sur les infrastructures énergétiques. C'est-à-dire que les Russes, comme les Ukrainiens, ne frapperont plus les centrales énergétiques, les points d'approvisionnement en pétrole, les raffineries, alors que les deux pays, effectivement, régulièrement, livrent des attaques contre l'ennemi. Donc ça, si vous voulez, c'est le cessez-le-feu devient un renoncement à des frappes sur l'énergie, et ensuite on prévoit d'autres discussions. Donc encore une fois, Poutine prend son temps. Il n'a pas accepté vraiment tout ce que lui demandait Donald Trump. Mais ce qui est important, c'est que du côté russe, on dit nous avons eu une discussion franche et détaillée. Alors ça veut dire quoi? En termes diplomatiques, c'est-à-dire qu'on s'est dit les choses, celles qu'on peut accepter et celles qu'on ne peut pas accepter. On imagine que dans la balance, il y a eu par exemple la reconnaissance de l'annexion de la Crimée par les États-Unis. Ça n'a pas été, pour l'instant en tout cas, rendu public. Et donc, est-ce que Trump aurait finalement ne pas lâché ce point essentiel? On n'entend pas parler non plus de sanctions. On entend parler par contre d'un échange de prisonniers qui va arriver dès demain. Ça, c'est un résultat très concret dès demain. 175 prisonniers des deux côtés qui vont être échangés. Et surtout, je dirais que vraiment le plus important, c'est que il y a un dégel qui a été annoncé par les propos de Trump et ceux de Poutine, mais il y a un vrai dégel entre Moscou et Washington avec donc une normalisation des relations entre les deux États, russes et américains. Et ça, c'est ce que Poutine voulait depuis très longtemps, redevenir un interlocuteur acceptable et non plus un paria en raison de l'invasion de l'Ukraine et de la Crimée aussi. Alors que vous voyez en haut à droite de l'écran ces drapeaux européens, français et allemands, puisque Emmanuel Macron va s'exprimer dans quelques instants, une prise de parole que vous suivrez bien évidemment en direct sur BFM TV. Thomas Wider, pour rebondir sur ce que disait Ulysse Gosset, c'est vrai que on sait que dans le schéma de Vladimir Poutine, à long terme, il y a cette obsession que la Russie retrouve son rang dans le concert des nations. Et c'est vrai que quand on voit la Maison-Blanche qui dit, je cite, elle vante l'immense avantage d'une meilleure relation avec la Russie, que Vladimir Poutine, à l'instant, c'est le Kremlin qui le fait savoir, se permet de réclamer auprès de Donald Trump l'arrêt de l'aide occidentale à l'Ukraine, on voit là effectivement les pas de géant qui sont faits vers une normalisation des relations entre les deux pays. Absolument, des pas de géant. Quand vous vous souvenez qu'il y a quelques mois et encore quelques semaines, Vladimir Poutine était considéré comme infréquentable par la Maison-Blanche du temps où Joe Biden l'occupait. Cette fois, il est traité d'égal à égal. Quand vous vous souvenez de la scène qui s'est déroulée le 28 février dans le bureau ovale, la façon dont Zelensky a été traité par Trump et son vice-président Vance, là, on n'est pas du tout dans le même schéma. Là, au contraire, on a une réhabilitation, une normalisation des relations, en tous les cas de la façon dont est considéré Vladimir Poutine. Donc ça, c'est une première victoire. Ulysse rappelait à l'instant le mot qui était important, une conversation franche et détaillée. Tout le problème, c'est qu'on n'a pas les détails. En fait, on a quelques points effectivement qui concernent les échanges de prisonniers ou l'arrêt des frappes sur les infrastructures énergétiques, mais les points essentiels, parce que c'est ça sur quoi il faut qu'on se concentre, c'est-à-dire quel sort réservé à l'Ukraine, quelles sont les éventuelles garanties de sécurité qui seront offertes à l'Ukraine, quid éventuellement de cette force d'interposition des Européens qui pourrait garantir la paix ou en tous les cas un cessez-le-feu de plus longue durée. Tout ça, on ne sait rien à l'heure qu'il est. Également sur la question de l'armée, du futur de l'armée ukrainienne, on ne sait rien là-dessus non plus. Donc il y a beaucoup d'inconnus et c'est là-dessus qu'il va falloir se pencher dans les heures qui viennent, évidemment. Lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur l'élément qui frappe le plus, puisqu'on s'interrogeait sur la possibilité d'un cessez-le-feu à l'issue de cette conversation téléphonique. Il n'y a pas de cessez-le-feu absolu, mais il y a un accord pour un cessez-le-feu sur les sites énergétiques. Concrètement, quel impact cela a sur
le terrain quant au conflit entre l'Ukraine et la Russie? L'impact essentiel, c'est sur les deux populations civiles. En fait, pour les deux populations civiles ukrainiennes et russes, ça va être un laps d'un mois où, a priori, si les deux belligérants respectent... Enfin, il faut savoir que ça a été fait par les Russes, donc c'est un octroi des Russes, et les Ukrainiens peuvent très bien refuser. Mais bon, ils sont peut-être pas en état de le faire. Oui. Mais pendant un mois, donc il n'y aura pas de ciblage de population. Par contre, sur le front, pour les combattants qui sont sur le front, ça ne changera pas grand-chose. Et ce qui me... Juste quand vous dites qu'il n'y aura pas de ciblage sur les populations, ça veut dire, pourquoi, quand on dit une trêve sur les infrastructures énergétiques... C'est-à-dire que les populations, avec le temps qu'il fait, sont ciblées. Parce que, évidemment, il ne s'agit pas d'infrastructures énergétiques militaires, c'est l'infrastructure civile. Et puis ça arrange aussi les États-Unis puisqu'ils viennent de retirer leurs équipes de USAID qui réparaient. Et ça, finalement, c'est une bonne affaire aussi pour les Américains, enfin pour Donald Trump. Maintenant, le souci, c'est que si le combat continue, et je pense que c'est Poutine qui a obtenu ça, lui, il cherche, évidemment, il va chercher pendant un mois à grignoter sur le terrain, alors sans doute finir la reconquête des territoires russes autour de Koursk, mais aussi peut-être essayer d'avancer des avantages dans les régions du Donbass. Et en fait, il continuera à y avoir des actions aériennes. Donc c'est pas du tout ce que demandaient les Européens, un arrêt de toute opération aérienne. Non, les opérations aériennes, elles vont continuer en faveur des Russes sur le front du Donbass pour permettre des gains de terrain significatifs juste avant la signature peut-être d'un traité ou d'un cessez-le-feu qui puisse permettre de geler une bonne fois pour toutes la ligne de cessez-le-feu. Alors que j'accueille sur ce plateau Elsa Vidal, éditorialiste politique internationale BFM TV, bonsoir et merci d'être avec nous, ainsi que Jean de Glignesti, bonsoir, ancien ambassadeur de France en Russie entre 2009 et 2013. Un mot, Elsa Vidal, sur ce que demande Vladimir Poutine, des informations qui nous parviennent progressivement, la fin du réarmement de l'Ukraine, j'utilise les mots utilisés par le Kremlin, et autre demande, la fin de l'aide occidentale en Ukraine. Deux conditions qui sont inacceptables pour l'Ukraine. D'abord, peut-être expliquer précisément ce qu'entend Vladimir Poutine par la fin du réarmement. Est-ce que la fin du réarmement, c'est la démilitarisation ? Pas pour le moment. La fin, telle que je l'entends, il va falloir qu'on ait un peu plus de détails dans les heures qui viennent, je l'espère. Tel que je l'entends, le réarmement, c'est tout l'effort, tout le soutien militaire que les alliés de l'Ukraine lui ont témoigné ou lui témoignent encore. Et c'est ça dont Vladimir Poutine veut la fin. Il veut également la fin du partage du renseignement, c'est-à-dire l'armement en tant qu'objet matériel qu'on peut véritablement toucher et toute l'aide pour cibler les cibles russes, que ce soit en Ukraine ou en Russie. On parlait des infrastructures énergétiques. Il y a bien sûr les frappes que la Russie occasionne en Ukraine depuis le début de la guerre. Il y a eu une réponse ukrainienne qui est intervenue à partir de la fin 2024 sur des infrastructures énergétiques et notamment des sites de raffinerie de pétrole en Russie. C'est ça qui est amené à peut-être s'arrêter pendant un mois, sachant que ça, c'était une des demandes de Volodymyr Zelensky, qui a proposé dans son plan pour la victoire, plan pour la paix, à la fois l'arrêt des frappes sur les sites énergétiques, des échanges de prisonniers, de tous les prisonniers des deux côtés. Là, on va parler, il y a un échange de prisonniers. De 175 prisonniers. Demain. Donc ça veut dire que, si je vous entends bien, il y a quelques éléments qui sont pris en compte de la Sur ces points-là, vous considérez plutôt que Volodymyr Zelensky a, je ne sais pas si on peut dire obtenu gain de cause, mais en tout cas... Il a obtenu un petit gain de cause, mais ce que demande Vladimir Poutine à propos du réarmement, en fait, nous concerne au premier chef. Les Européens vont-ils accepter, les Ukrainiens aussi d'ailleurs, de ne plus soutenir l'Ukraine et d'arrêter aujourd'hui même, ou dès demain, pour ce cessez-le-feu, tout soutien à l'Ukraine. Attention, parce que c'est pas ce qui a été accepté, c'est ce que Poutine demande. Demandé, Donc, si vous voulez, entre la demande de Poutine, que Trump n'est pas obligé de valoriser, il y a un pas. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que le Kremlin communique sur les conditions qu'il met à un véritable cessez-le-feu. Et il y a effectivement la fin d'aide occidentale sur le plan de l'armement, mais il y a aussi la fin de la mobilisation dite, entre guillemets, forcée. En fait, on sait que les Ukrainiens ont abaissé l'âge de la mobilisation. Le Kremlin, visiblement, est inquiet de voir de nouvelles forces ukrainiennes arriver sur le front. Donc, ce sont les conditions de Poutine, c'est pas l'accord qui a été négocié. Mais ça explique le mot employé, négociation détaillée et franche. Franche, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord sur tout.
même s'il y a, je dirais, une dynamique qui se confirme ce soir, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'arriver à un accord, même s'il est minimaliste, je dirais, comme ce soir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de cessez-le-feu général, comme c'était demandé et comme ça avait été signé. Mais les deux hommes continuent à se parler, veulent se parler. Poutine a accepté le principe d'un dialogue au plus haut niveau avec Trump, qui lui pousse toujours pour le cessez-le-feu et pour l'arrêt des combats. Aujourd'hui, il a fait un message sur son réseau social. Je veux la paix now. Et now, c'est-à-dire maintenant, en grosses lettres majuscules. Il ne lâche pas et visiblement, il y a beaucoup de travail. C'est la raison pour laquelle 2 groupes d'experts vont être constitués. Un premier groupe qui va être chargé, donc groupe d'experts américains et russes, je cite, qui a été chargé du règlement du conflit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, vous voyez. Et le deuxième groupe, c'est une négociation sur la navigation en mer Noire. Vous vous souvenez que dans le cessez-le-feu proposé par les Européens, accepté par les Américains, il y avait cessez-le-feu dans les airs et sur les mers. C'est très important parce que la mer Noire, c'est finalement la source d'approvisionnement de marchands, de navires marchands ukrainiens pour livrer le blé, etc. Aujourd'hui, cette mer Noire est impossible à pratiquer. Donc, il n'y a pas d'accord pour l'instant. Et ça reste un point très important, notamment une chose qu'il faut savoir, c'est que les Russes exige des conditions sur le port d'Odessa. En secret, on dit qu'il y a une volonté russe de contrôler le port d'Odessa, ce qui est évidemment totalement inacceptable pour les Ukrainiens. Et vous faites bien, Ulysse Gosset, de rappeler ce qui relève d'accords et de demandes qui sont précisées par le Kremlin à l'agence russe TASS, et c'est ce qu'on doit décortiquer. Juste avant d'aller retrouver Igor Saïri en Ukraine, un mot avec vous, Jean de Glignesti, puisque vous avez été ambassadeur de France en Russie entre 2009 et 2013, sur ce qui était évoqué il y a quelques instants par Thomas Wider, Ulysse Gosset, sur au fond l'impression qu'on a presque un échange entre 2 chefs d'État qui semble presque oublier le passif qui existe entre la Russie et les États-Unis, puisqu'on se satisfait d'une discussion franche et détaillée, puisque les uns et les autres mettent en avant les avantages qu'il y a à avoir une relation bilatérale plus saine. Est-ce que ce coup de téléphone entre les 2 hommes, il représente un tournant non seulement quant au conflit, mais aussi quant aux relations entre les 2 pays ? Oui, c'est un tournant à condition que le processus de paix et de négociation aboutisse. Mais on sent bien que les Russes qui n'ont pas intérêt au cessez-le-feu et qui ne sont pas intéressés par ça et qui mettent des conditions, sont prêts à faire des concessions pour que ce tournant en devienne vraiment un. L'ambition permanente de Poutine et des Russes, c'est d'avoir un dialogue au plus haut niveau avec les Américains. C'est leur vrai interlocuteur dans leur esprit. Donc, je pense que les Russes feront des concessions par rapport à leurs ambitions initiales, justement pour faire en sorte que la relation avec les États-Unis se consolide et pour isoler l'Europe du même coup. Et donc, vous soulignez ce tournant. Je vous donne la parole dans un instant, Thomas Wider. Je voudrais juste qu'on aille retrouver notre envoyé spécial Igor Saïri. Igor, vous êtes à Lviv, en Ukraine. Comment réagissent autour de vous les Ukrainiens avec lesquels vous avez pu vous entretenir? Sont-ils inquiets par ce semblant de normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis, ou au contraire se félicitent-ils de cette trêve conclue quasiment sur les infrastructures énergétiques, du moins cet accord entre la Russie et les États-Unis sur ce sujet? Écoutez Benjamin, on va commencer par les réactions les plus optimistes. Il n'y en a pas beaucoup, je ne vais pas vous mentir. Les plus optimistes disent que cela va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations d'intention certes, mais ces échanges de prisonniers, c'est plutôt une bonne chose. L'arrêt des frappes sur les infrastructures énergétiques critiques, c'est aussi évidemment une bonne chose, puisque les Ukrainiens en dépendent énormément. Il n'empêche que tout cela reste des déclarations d'intention, que finalement Vladimir Poutine, quelque part, a dit uniquement ce que voulait entendre Donald Trump pour peut-être arrêter les sanctions financières et bancaires à l'encontre de la Russie, mais que quoi qu'il arrive, Vladimir Poutine continuera. Car les plus pessimistes estime très franchement que ce que veut Vladimir Poutine, avant tout, c'est reconquérir ce territoire ukrainien. Il a peur de la paix. Voilà ce que m'a dit une Ukrainienne tout à l'heure. Il a peur de la liberté. Il veut reconquérir l'Ukraine. Il veut que ce pays souverain n'existe plus. C'est sa seule fin, m'ont-ils dit. Et puis, par ailleurs, finalement, tout cela ne reste qu'un appel téléphonique. Il n'y a rien de véritablement concret. Et puis, mettre fin à la mobilisation ukrainienne, c'est quelque part mettre fin à la loi martiale
martiale. Techniquement, cela risque d'être très compliqué. Et potentiellement, pourquoi arrêter la loi martiale? Pourquoi arrêter la mobilisation alors que Vladimir Poutine recommencera sûrement une fois le cessez-le-feu de 30 jours terminé? Igor Saïri en direct d'Ukraine avec Marjorie Marcillac. Thomas Wider, je rappelle que dans un instant, on entendra le président de la République en visite à Berlin pour voir le chancelier actuel et le futur chancelier Friedrich Merz. Sur ce que peut être la réponse des Européens qui, une fois encore, sont quelque peu relégués à quoi? Jouer les seconds rôles, à commenter les appels téléphoniques entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Ils font de la figuration, et là encore, c'est quand même une évolution majeure par rapport à ce qui se passait il y a quelques mois, où on voyait qu'il y avait quand même une coopération, une alliance de fait entre l'Ukraine, un alignement, même s'il y avait des tensions et pas toujours exactement la même position, entre Kiev, l'Europe et les États-Unis. Là, on est dans une situation totalement différente, où les États-Unis ne peuvent plus vraiment être considérés comme les alliés de Kiev. Ils nouent un partenariat avec Moscou. Kiev est devenu l'objet, en quelque sorte, d'une tractation, d'un marchandage entre Trump et Poutine. D'ailleurs, on peut aussi supposer qu'entre Trump et Poutine, ils n'ont pas parlé que de l'Ukraine. L'Ukraine n'est qu'un morceau d'une vision plus large. Donc ça, c'est aussi important. Les Européens sont effectivement relégués. Si Donald Trump avait voulu engager un véritable rapport de force avec Vladimir Poutine, il ne s'y serait pas pris ainsi. Il aurait associé les alliés européens. Il aurait posé en amont un certain nombre de conditions pour que ce cessez-le-feu destiné à devenir une paix se fasse aux conditions les plus favorables pour l'Ukraine. Il aurait par exemple dit des choses sur l'avenir de Volodymyr Zelensky. On sait que les Russes veulent un changement de régime à Kiev. Là, les autorités américaines n'ont rien dit. Il aurait posé des conditions sur des garanties de sécurité durables pour Kiev. Là, c'est vraiment très à minima. Et vous vous souvenez, il y a quelques jours, par la voix, je crois, de son porte-parole ou du ministre des Affaires étrangères, Poutine avait fait dire qu'il voulait s'attaquer aux causes profondes de la crise. Ouais. Les causes profondes de la crise, on les connaît. Elles sont posées depuis au moins, si ce n'est avant, juillet 2021, ce long texte qui avait été publié sur le site du Kremlin, où Vladimir Poutine expose très clairement, avec presque une prose d'historien, sa vision qu'il a à très long terme, en remontant à la Rousse de Kiev au Xe siècle, expliquant très clairement que pour lui, l'Ukraine fait partie intégrante de la Russie et que l'Ukraine doit être dénazifiée. Tout cela n'a pas changé fondamentalement, et en tous les cas, la Maison-Blanche n'a rien fait pour poser un certain nombre de garanties qui permettent de dire que Poutine a reculé sur ces points. Donc, je pense qu'on peut être raisonnablement pessimiste ce soir, en se disant que certes, peut-être une trêve ou un cessez-le-feu temporaire est acquis, mais sur le moyen terme, ce qui est possiblement en jeu ce soir, c'est une forme de reddition de l'Ukraine. Et le pire est peut-être à venir pour Volodymyr Zelensky. Donc je pense qu'il faut être très lucide là-dessus et pas se laisser enfermer par ce qui, pour l'instant, ne sont que des annonces faites, effectivement, comme le disait Ulysse, des revendications, des demandes, mais on ne sait pas exactement ce qui a été acté. Un petit symbole. Un petit symbole. Poutine et Trump ont souhaité que soit organisé un match de hockey sur glace entre les Russes et les Américains. Vous vous souvenez de la diplomatie du ping-pong entre la Chine et les Américains? Là, c'est, si vous voulez, la volonté d'aller vers ce qu'ils appellent un mouvement vers la paix, entre guillemets. Et les symboles sont importants en matière de diplomatie. Et souvent, le sport est une façon de faire de la diplomatie. Et David Vidal, c'est très important ce que dit Thomas Wider sur des éléments, en tout cas pour l'instant dans les éléments qui nous parviennent, absents des comptes rendus. La question du régime de Volodymyr Zelensky, la question de ce qu'on appelle les garanties de sécurité, notamment du refus de la part de la Russie de voir des troupes européennes venir garantir un éventuel cessez-le-feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'en ont pas parlé, ou ça veut dire que là-dessus, Vladimir Poutine n'envisage pas une seule seconde de reculer dans le cadre de la discussion avec Donald Trump? Cela, ça veut dire qu'en ce qui concerne notamment les garanties de sécurité, il n'en a été discuté que du point de vue russe. C'est-à-dire qu'il n'est question de garantie de sécurité que pour la Russie. Il n'est pas question de donner des garanties de sécurité à l'Ukraine et il n'est pas non plus question de donner des garanties de sécurité à l'Europe, dont le continent est pourtant, et les économies, fortement déstabilisées depuis le début de cette guerre. Donc la conversation se tient dans les termes choisis par le Kremlin.
sur cette question-là, du moins. Et cela veut dire aussi, tout simplement, que l'un comme l'autre, Washington et Moscou, sont déterminés à opérer d'abord la relance de leurs relations et non pas la solution de la guerre en Ukraine. L'Ukraine est un moyen en vue d'une fin. La fin, c'est rétablir un condominium, une cogestion de l'espace mondial par Moscou et par Washington. Les deux sont d'accord sur ce point. En ce qui concerne Volodymyr Zelensky, en fait, la question, elle est très simple. Depuis la semaine dernière, on a vu dans les médias américains l'ancien président Petro Poroshenko et une ancienne femme politique, Yulia Tymoshenko, apparaître. Et puis, Petro Poroshenko a tenu des propos sur notre antenne qui étaient plutôt réservés la semaine dernière. Eh bien, aujourd'hui, il a donné une interview dans Bild dans laquelle il dit que Volodymyr Zelensky va amener l'Ukraine vers une dictature. C'est donc que Petro Poroshenko est devenu officiellement le nouveau candidat du Kremlin et de Washington pour assurer une gestion de l'Ukraine qui soit conforme aux intérêts russes, c'est-à-dire rétablir une forme de dominion, une influence qui ne nécessite pas de refaire la guerre, ces guerres si coûteuses quoi qu'on en dise. Ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que Poroshenko, qui était donc le président ukrainien de 2014 à 2019, tout début a signé l'accord de Minsk, notamment en février 2015, et au début de la guerre, de l'invasion après 2022, était un des plus va-t-en-guerre. Absolument. Et là, il se retrouve dans une position totalement inverse. Il a été approché et il a été travaillé. On oublie souvent, mais Volodymyr Zelensky a été élu sur un programme pour faire la paix. Absolument. Avec la Russie. Et Poroshenko, lui, était beaucoup plus va-t-en-guerre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est un homme qui a physiquement peur d'être dans la même pièce que Vladimir Poutine. Et ça, je le tiens de gens qui ont négocié en présence des deux leaders. Et donc, c'est un homme qui rend près de 20 cm à Vladimir Poutine et beaucoup de kilos. Et pourtant, il en a peur. Jean de Glignassi, juste parce que il y a quelques instants, vous disiez, des éléments qui nous parviennent, la Russie est prête à un certain nombre de concessions. Sauf que là, on voit bien qu'il y a ce qui n'est pas abordé, il y a les demandes de Vladimir Poutine. Est-ce que, à l'inverse, on ne se rapproche pas d'un accord qui serait conclu sur le dos des Ukrainiens, qui serait parfaitement inacceptable pour non seulement les Européens, mais pour Volodymyr Zelensky? Alors, c'est clair que l'accord sera sur le dos, en tout cas, des premières ambitions ukrainiennes, parce que la position officielle ukrainienne, c'est la récupération des frontières de 2014. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas dire moins, puisqu'on est en début de phase de négociation. En revanche, il y a un enjeu qui est très important, au-delà de la définition des frontières, au-delà de même la question de l'OTAN qui est réglée, parce que même Biden avait dit qu'il n'était pas favorable à une intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, les ajustements territoriaux, tout ça, je pense. Mais ce qui est important, c'est l'indépendance et l'autonomie de l'Ukraine. C'est ça. Et accessoirement, Odessa, qui a une importance stratégique, est un élément nouveau qui est mis sur la table et qui est évidemment très inquiétant pour la suite, parce que là, Odessa commande, c'est le verrou qui commande les Balkans et l'Europe méridionale. Donc, c'est une importance stratégique pour l'Occident. Là, je ne pense pas que les Américains céderont sur ce point. En revanche, l'enjeu, véritablement, maintenant, c'est, à travers la personne de Zelensky, c'est est-ce que l'Ukraine restera un pays indépendant, autonome et libre dans une certaine mesure de ses alliances. Et ça, c'est fondamental. Pour le reste, c'est une négociation. Nous sommes dans une navette, un peu comme Kissinger faisait au Moyen-Orient. C'est une négociation de petits pas. Il fait 15 allers-retours, il voit les chefs d'État, Sadat, Golda Meir. À chaque fois, on avance infinitésimalement et on arrivera peut-être à une solution. Mais l'enjeu fondamental, c'est la survie de l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Et on continue de décrypter ce qui nous parvient de cet échange téléphonique de plus de 2 heures entre Vladimir Poutine et Donald Trump dans cette édition spéciale. Je voudrais qu'on aille tout de suite retrouver notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Bonsoir Jean-Didier. Le Kremlin communique au compte-gouttes à l'agence de presse russe TASS sur non seulement ce qui a été dit, mais sur ce qu'a demandé Vladimir Poutine au président américain. Alors oui, effectivement, les nouvelles des dépêchés assez courtes se succèdent. Et ce qu'on peut en conclure aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 éléments majeurs qui se distinguent. Le premier, c'est que Vladimir Poutine a décidé, s'est rendu aux arguments de Donald Trump pour arrêter de frapper les infrastructures énergétiques en territoire ukrainien pendant 30 jours. Le deuxième effet positif, c'est que Washington et Moscou vont poursuivre leurs efforts en vue d'un règlement pacifique du conflit. Mais on arrive sur ce troisième point qui
qui est beaucoup plus compliqué, c'est que Vladimir Poutine n'a pas accepté l'idée d'un cessez-le-feu complet sur la ligne de front pendant 30 jours. Et il y a quelques jours, il était d'accord sur le principe d'un cessez-le-feu, d'une trêve générale de 30 jours, mais il parlait de nuances, des nuances qu'il a répétées ce soir au président américain. Et à en croire l'agence TASS, c'est que Vladimir Poutine estime qu'une trêve est pour l'instant impossible sur l'ensemble de la ligne de front, tant que le contrôle du cessez-le-feu n'est pas garanti sur les 2000 km du front, et tant que l'Ukraine n'arrête pas ce que la Russie considère être une mobilisation forcée, que l'Ukraine arrête de se réarmer et qu'il y ait une cessation complète de l'aide militaire étrangère et de renseignements étrangers qui doivent être une condition essentielle pour qu'une telle trêve puisse avoir lieu. Enfin, ce que nous dit encore l'agence TASS, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, la Russie est favorable à une trêve en mer Noire pour rétablir les discussions, les transports. Et puis, encore une chose, on a appris que le 19 mars, il y aurait un échange de prisonniers entre Russes et Ukrainiens sur le principe de 175 Russes pour 175 Ukrainiens.